Bonjour à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors une autre vidéo suite sur mon ressenti sur le modèle Y avec quelques petites informations supplémentaires que je vous ai pas données sur les dimensions. Donc au niveau du frunk, donc je ne l'ai pas mesuré, on est au moins large 75 cm de large parce que je vais vous montrer, il y a deux niveaux en largeur et 45 cm de haut. Voilà. Et bien, par contre, je vais vous montrer aussi quelques petites choses qui sont présentes dans le modèle Y qui sont bien pratiques. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simple, mais c'est, vous savez, le chargeur à induction qui, bon, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que moi, j'utilise beaucoup maintenant, évidemment, avec soit ABRP et souvent Waze en même temps d'ouvert, hein, pendant que je fais un trajet, en plus du GPS. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, bon, ça ne recharge pas le téléphone, mais je ne perds pas de batterie. Donc ça, c'est un bon point, c'est-à-dire que la recharge à induction suffit à maintenir l'état de la batterie, malgré le fait que j'ouvre comme Waze et ABRP en continu. L'autre point dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'au niveau du coffre arrière, ici, vous avez une prise 12 volts, en plus de la prise 12 volts qui est dans la console centrale, ce qui est bien pratique si vous voulez mettre par exemple un petit frigo entre guillemets, ou brancher un appareil en 12 volts continu en plus vous avez peut-être la place pour ranger dans le bac latéral. Et bien, alors j'avais oublié de vous montrer aussi au niveau des sièges arrière qu'évidemment avec les deux boutons ici électriques, je peux rouvrir complètement la banquette arrière, mais si j'appuie sur le bouton là, je ne peux qu'ouvrir, voilà, la place centrale, ce qui est bien pratique pour mettre par exemple des skis ou une planche qui peut faire facile 2 mètres de long jusqu'à arriver à la console centrale. Au niveau des sièges arrière, je ne vous ai pas montré exactement la hauteur hein, sous le siège. Vous voyez là, je peux mettre facilement mon gonfleur Tesla sous le siège, mais par exemple vous pouvez mettre clairement un petit sac, puis c'est quand même bien profond. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des câbles dessous, et vous voyez aussi ici que j'ai les aérateurs, on les voit probablement pas bien, mais qu'il va falloir aussi que je protège avec des grilles telles que j'avais pour la Model 3. Alors je pense que c'est les mêmes, mais j'ai quand même vérifié sur les sites pour éviter qu'il y a des petits objets qui puissent rentrer dans ces aérateurs. Alors au niveau du frunk, j'ai fait des mesures. Au moins large d'ici à ici, vous avez 75 cm et en hauteur, vous avez à peu près 45 cm. Vous avez probablement ici un peu plus haut, jusqu'à 2-3 cm en plus. Mais comptez, voilà, 45 cm de large, 75 cm de large, pardon, sur 45 cm de haut. C'est quand même un bel espace de presque 120 litres au niveau du frunk. Et ça, c'est un plus appréciable malgré le fait qu'il y ait une pompe à chaleur. Vous savez que dans la Model 3 nouvelle génération avec la pompe à chaleur, le frunk est un peu plus petit. Alors l'autre point dont je voulais parler, c'est la batterie en fait. Vous savez, c'est une LG Chem. Voilà, là je l'ai au niveau de mon téléphone qui fait 74,5 et là en nominal full pack je suis à 73,9, donc j'ai une dégradation très très faible, hein, sachant que j'ai déjà fait une supercharge. Pour l'instant ça n'a pas bougé, mais enfin j'en ai fait qu'une. Et la température de la batterie est à 26 degrés. Alors ce qui est intéressant, c'est le déséquilibre entre les cellules qui est de 6 millivolts, donc c'est très bon. Puisque j'avais un tel déséquilibre aussi sur ma Panasonic, donc c'est quelque chose à vérifier. Et par contre, comme vous le savez, on a cette vitesse de charge qui est inférieure hein, au niveau des superchargeurs par rapport aux anciens packs Panasonic de 2019 que j'avais sur la Model 3 qui chargeait extrêmement vite. Je vous ai mis ça dans l'ancienne vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est que Björn Nyland a fait un 1000 km, un road trip, et à la fin il a fait un des meilleurs temps. Alors ça peut paraître paradoxal, il a mis 9h45, la Model 3 Long Range 90 kWh avait mis 9h25 si je me souviens bien, et c'était vraiment un très très bon temps par rapport aux autres SUV, même certes les autres Model 3 d'ancienne génération. Pourquoi? Parce que déjà, il fait des charges très courtes, hein, il optimise le trajet à fond, donc il fait des 10-50, 10-60, il connaît parfaitement les superchargeurs qu'il doit utiliser pour faire le parcours le plus court en temps. Et puis surtout, l'efficacité, l'efficience énergétique de la voiture est exceptionnelle par rapport au gabarit. Donc, alors lui, sur les routes de Norvège, ce qu'il montrait, c'est qu'à une moyenne de 104-103 km/h, il consommait 200 Wh au kilomètre. Alors,
avant de vous donner moi mon retour, hein, parce que je n'ai fait que 500 km avec la voiture, 536, j'ai une moyenne de 182 Wh au kilomètre pour l'instant. Et à voir, c'est quand même très difficile de vous donner une moyenne ajustée à 110 ou 130, puisque ça doit vraiment, surtout de la météo et de la pente, hein, du dénivelé de la voiture. Donc, grosso modo, la ABRP par exemple a re-augmenté la vitesse moyenne à 110, je suis autour de 190 Wh au kilomètre, alors qu'avant j'étais descendu en dessous de 180. Je table dans les conditions parfaites, c'est une route sans dénivelé, on va dire un 180 Wh au kilomètre à 110, et un 200, mais probablement quand même un peu plus à 130, plutôt un 220 en été, 210 peut-être en été, sans vent, avec pas de chauffage, que la clim. Par contre la clim j'avais mis très fort, hein. C'est quelque chose que je voulais dire aussi par rapport à la Model 3. Je suis obligé de mettre la clim beaucoup plus forte pour garder une température acceptable dans l'habitacle, ce qui est normal, hein, puisque le volume d'air est plus grand, et puis il y a cet immense toit vitré qui fait un peu effet de serre également. Donc ça, mais ça ne gêne pas vraiment, parce que quand on roule à 110-130, on n'entend pas la ventilation. Par contre c'est vrai qu'à l'arrêt ou dans les bouchons, si vous mettez avec la ventilation plus forte, vous allez entendre plus que dans la Model 3 pour pouvoir avoir 21 ou 22 degrés dans la voiture. Donc au niveau du confort, comme vous savez, j'étais plutôt critique au départ sur le confort. Alors je mets deux correctifs. Le premier, c'est que quand vous êtes en charge avec des personnes à bord, ça va beaucoup mieux, ça c'est clair. Je l'ai vu qu'on est parti en week-end, on a fait une petite sortie à Aubernais et puis on est rentré. Donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est pas très représentatif quand même de la consommation. C'est des portions assez courtes, puis ça passe à 110, 130, on accélère, on double. Donc c'est pas évident, je préfère faire un long trajet pour vraiment vous donner en situation réelle. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point que j'ai oublié, c'est au niveau du confort. J'ai diminué un peu la pression des pneus, c'est-à-dire que je ne suis plus à froid à 2,9, mais je suis à 2,8. Et donc je n'ai plus de pression au-delà de 2,9 fois 3 bars à chaud, mais vraiment à chaud, quand il fait 26, 27, 30 degrés. Et ça améliore aussi le confort. Donc peut-être que je m'habitue aussi, hein, par rapport à mon Scénic qui était quand même plus confortable, ou même la Fiesta de ma compagne. Voilà, finalement, à part vraiment des dodanes très raides, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même pas aussi confortable que mon Model 3, mais je change un peu quand même mon opinion. Donc essayez-la quand même, mais en dégonflant entre guillemets un tout petit peu les pneus. C'est-à-dire, mettez pas 3 bars à froid, mettez plutôt 2 bars 9, comme demandez, voire 2 bars 8. Honnêtement, 2 bars 8, 2 bars 9, je pense que ça va faire une grosse différence en termes de comportement de voiture et de sécurité. Vous gagnez un peu, mais si vous avez 3 bars 1 à froid, là oui, c'est beaucoup plus raide. Voilà, autrement, la voiture, j'en suis très satisfait. La tenue de route est fantastique, malgré la hauteur de caisse, et le roulis est quasiment inexistant. Et en termes des performances, écoutez, de toute façon, on va voir ça, puisque j'irai en Allemagne, et puis j'utiliserai Scan ma Tesla pour pouvoir faire les mesures en temps réel, sachant que j'ai déjà pu faire une sorte de 80-120 sur autoroute, et franchement c'est vraiment très acceptable. Il n'y a vraiment rien à dire. Comme je vous ai dit déjà, c'est plutôt entre 0 et 50 que l'accélération est moins forte. Au niveau des freins, j'ai pas vraiment testé pour l'instant, mais vous avez vu que les disques de frein sont aussi gros que sur la performance, et a priori ça freine très bien. En plus on a des 255, donc il faut quand même ce qu'il faut pour arrêter les 2 tonnes de la voiture, qui est pas énormément plus lourde qu'une Model 3, hein. Je crois que la Model 3 est donnée à 1950, et là on est à 2000 et quelques. Donc la SR Plus est plus légère, mais la long range, il n'y a pas 200 kg d'écart entre la long range et le modèle Y. Donc voilà, c'est le premier retour que je vais vous dire. Si vous voulez une voiture spacieuse, avec beaucoup de coffre, avec un comportement irréprochable, et avec le service Tesla en termes de superchargeur, et l'infodivertissement et l'écran qui est magnifique, n'hésitez pas. Honnêtement, moi, c'est clair que je ne peux que la recommander. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'usage pour les longs trajets avec les superchargeurs, et comparer par rapport à ma Model 3. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est la simulation d'un trajet depuis chez moi jusqu'à Biarritz. Alors là, c'est très intéressant, puisque j'ai fait un trajet vers Orthez, et honnêtement, la
le temps estimé pour arriver jusqu'aux alentours d'Orthez est exactement le même qu'avec ma Model 3 Performance. Alors sachant que moi la capacité du pack ici est supérieure à celle de ma Model 3 Performance, puisque j'avais plus que 67-66 kWh utiles, là j'ai quand même 70 voire 71. Donc ça joue un peu quand même sur la distance entre deux bornes. Et il me met 4 arrêts au superchargeur, je peux vous montrer. Mais on a celui de Labouère que probablement je pourrais éviter, puisque j'ai déjà fait un Périgueux, j'ai déjà regardé sur ABRP. En théorie, un Périgueux Orthez peut faire ça sans problème en chargeant très fort à Périgueux. Donc je pourrais avoir aussi que 3 arrêts concrètement, comme avec ma Model 3 Performance. Alors je ne compare pas avec les nouvelles Model 3 Long Range 82 kWh, mais là le temps de 11h10 correspond exactement à celui qui m'était proposé avec ma Model 3 Performance. Donc c'est plutôt prometteur. Alors oui, ça charge moins vite, et attention, les batteries nouvelle génération, aussi Pana, chargent moins vite que les anciennes de 2019. Björn Nyland le montre bien, notamment au-dessus de 50%. Honnêtement, il n'y a plus vraiment de différence entre la LG 75 et la Pana 82 kWh. Elle charge plus vite, c'est vrai, entre 10 et 50. Mais voilà, il y a aussi une perte de performance des nouvelles batteries Pana 82 kWh par rapport aux celles de 2019. Alors pourquoi ça? C'est la grande question, mais la grande question aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la dégradation de batterie. Quelle va être la dégradation de ce pack par rapport au Panasonic que j'avais 2019, où vous avez perdu 10% en 2 ans en 45 000 km. Donc ça évidemment je ne peux pas le dire tout de suite, mais ça va être intéressant de voir, puisque on peut supposer que si elle charge moins vite au superchargeur, la dégradation à la fin peut être un peu moindre. Mais tout ça, évidemment, c'est au conditionnel. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!